frère congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Les guerres entre nous ont fait assez de morts. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions, avec intention de protéger l'être humain. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Notre pays est victime d'une agression lâche et barbare. Mais qui, entre Kagame et Tshisekedi, prend le grand risque de tout perdre? Et la guerre, et le pouvoir. It is high time that the unwarranted verification of Rwanda stop. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurai honte. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Entre Kigali et Kinshasa, il y a ou encore la communauté internationale qui est capable d'imposer sa loi dans ce conflit. These MCC investments are part of the work we're doing worldwide. Deux éminents invités nous partagent leur analyse et connaissances, le général BM Emmanuel Habyarimana et Célestin Sengiyumba. Vous aussi, en direct, vous pourrez émettre vos opinions ou poser des questions. Soyez tous les bienvenus sur nos réseaux. LECP Info, liberté d'expression, culture et paix. Ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n'amahoro. Bienvenue, welcome. Ikaze kuri mwese ku mbuga zacu. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis fidèles à nos réseaux sociaux LECP Info et Braquet TV. Merveilleux. Bonne année à vous tous et à vos familles respectives. Soyez tous les bienvenus. Nous voulons partager les idées, les connaissances et les explications de nos invités au-delà d'un pays, au-delà d'une région, au-delà d'un continent. Nous allons accueillir nos invités dans cette émission dont la présentation et le déroulement seront assurés avec Emmanuel Senga qui est aux États-Unis et moi-même à Paris, Jean-Claude Moulindabi. Emmanuel, j'espère que vous vous portez bien malgré le froid et cet hiver intense. Bonjour, nous c'est vers la soirée, vous c'est en plein jour. Comment ça va? Merci Jean-Claude, merci beaucoup pour les souhaits, je vous remercie. Il fait froid, c'est vrai. Nous avons et le froid et aussi beaucoup de vent dans la région où je me trouve parce que, comme les auditeurs téléspectateurs le voient, je suis en déplacement. Donc, je suis
j'ai devant moi des rafles de vent et beaucoup de froid. Mais à part ça, tout va bien. Je remercie M. Jean-Claude d'avoir fait venir des invités de renom que nous connaissons bien pour traduire en fait beaucoup de réponses à partir de ces questions que nous nous posons. Je vous remercie. Merci Emmanuel, malgré justement ce temps pas facile, que ce soit au niveau du climat, mais aussi par rapport aux raisons et aux conditions, aux obligations professionnelles. Mais Braquet TV est toujours là pour collaborer avec les réseaux de la LECP Info. Merci encore. En Suisse, nous sommes avec le général BM Emmanuel Habyarimana. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Mourinda Jean-Claude. Je vais très bien. Ici, il fait moyennement bon. La température est de 6 degrés et puis tout va bien. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation, général BM Emmanuel Habyarimana. Ancien ministre de la Défense de 2000 à 2003, au-delà de la formation militaire ordinaire, vous êtes docteur en sécurité internationale et l'armée nationale. Vous êtes également diplômé en sciences et politiques et socio-économiques. Vous êtes actuellement président du Congrès national rwandais, CNR Intwari. Aux États-Unis, à Buffalo, nous sommes avec Célestin Sendiumva. Bonjour, c'est en plein jour chez vous, hein, au moment où on est dans la soirée. Comment allez-vous? Peut-être votre micro n'est pas encore activé. Merci Jean-Claude. Ici à Buffalo, il fait bon. Il fait 43 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire à peu près 6 degrés comme en Suisse. Et nous nous portons bien. La tempête hivernale que nous avons vécue la semaine passée est presque... elle s'est estompée. Et je suis très heureux de vous retrouver tous, et surtout le général Habyarimana, que j'ai connu quand j'étais encore au Rwanda, vers la fin des années 80. J'ai quitté le Kigali en fin 88 pour aller à l'ambassade à Addis Abeba. Et c'est aux environs de cette époque-là que j'ai connu le général, qui n'était encore que, je crois, un jeune officier, un commandant ou un major. Je suis très heureux de vous retrouver, général. Merci bien. Oui, Merci, que ce soit, merci beaucoup. Que ce soit le général BM Emmanuel Habyarimana, que ce soit vous, monsieur Célestin Sendiumva, à chaque fois qu'on vous présente une invitation, vous n'avez aucune hésitation, vous venez et vous êtes toujours les bienvenus sur nos réseaux. Célestin Sendiumva, ancien journaliste de Radio Rwanda, interprète depuis plus de 3 décennies. Vous l'avez même été auprès du président Juvenal Habyarimana. Vous avez une bonne expérience en politique, comme ancien diplomate à l'ambassade du Rwanda en Éthiopie. Écrivain, vous êtes auteur de plusieurs livres et nous allons donner quelques exemples. Si vous voulez bien, monsieur Célestin Sendiumva, si possible, je vais les mettre et puis vous, tout simplement, si vous pouvez faire la lecture des titres de ces livres, en commençant par celui-ci, si vous avez la visibilité, Célestin. Oui, j'ai la visibilité. Ce livre parle surtout des réfugiés, la question des réfugiés. La région de Gralak est une région qui a la malheureuse réputation d'être une région productrice de réfugiés. Et ce livre parle du long voyage que les réfugiés doivent faire pour aller dans les camps de réfugiés dans les pays voisins. Et après être restés pendant plus de 2 décennies dans les camps de réfugiés, ils sont réinstallés aux États-Unis. Et ce livre parle donc de la réinstallation des réfugiés de la région des Grands africains. Il se pourrait qu'il y en a qui nous suivent sans voir les images ou les vidéos. Vous pouvez lire juste le titre et puis on va au deuxième.
Ouais, donc le titre de ce livre, c'est The African Great Lakes Region, donc la région des Grands Lacs africains. Alors, le titre du livre, c'est Political Violence, la violence politique, and the Long Trail of Refugees to America, et le long voyage des réfugiés à destination de l'Amérique. Et le livre suivant, c'est Le, celui-ci. le livre suivant, il parle également de la région des Grands Lacs, et c'était également un livre qui est écrit en anglais. Et le titre, c'est From Independence to Deception and Instability. Donc, de l'indépendance à la grande déception, et une déception qui aboutit à l'instabilité que nous connaissons aujourd'hui dans la région des Grands Lacs africains. C'est un livre qui a été édité à Paris, là-bas, chez vous, à Paris. Tout à fait. Les éditions La Pagaie. Voilà. Ensuite, ce troisième livre, allez-y. Celui-ci, ce livre parle également de la région, mais en particulier, celui-ci-là, il parle du Rwanda, le conflit rwandais, the Rwandan conflict. Have we reached the dead end? Ça, il pose la question, il dit, est-ce que nous sommes arrivés à une impasse? Dead end, c'est une impasse. Est-ce que c'est un endroit, un point à partir duquel on ne peut ni avancer, ni reculer, on est dans une impasse. Donc, vous voyez que sur ce livre, vous avez les photos du président Biarimana, le président Sindi Kubwabo, le président Pasteur Bizimungu et le président actuel, Paul Kagame. Ce livre expose le déroulement du conflit, la conduite des opérations militaires, la propagande politico-médiatique et même diplomatique, et l'impasse. Nous sommes arrivés à une impasse dans la mesure où le pouvoir issu de ce conflit est un pouvoir qui ne permet aucune évolution politique dans le pays. Nous sommes en train de marquer le pas, nous faisons du surplace, et les processus politiques sont bloqués. Dans le langage actuel, on parle du blocage de l'espace politique. Le régime issu de ce conflit occupe tout seul la scène politique du Rwanda. Et oui, un livre qui a été édité, publié par les éditions Scribe, et récemment, l'année dernière, vous avez publié ce quatrième livre. Ce livre, lui, il est écrit en français, donc il parle de l'invasion du Rwanda. À partir de l'Ouganda commencé, on voit bien les auteurs de cette invasion, le général Museveni, le général Rwigema et même le général Kagame, et les deux généraux rwandais qui ont eu à faire face à cette invasion. Donc, le pays a été envahi, la guerre a duré un peu moins de 4 ans. On a parlé de libération, mais de libération, point. Et la libération n'a pas eu lieu. En fait, cette guerre a libéré le pays de ses habitants. Et même ceux qui sont rentrés aujourd'hui, ils ploient sous une oppression qui ne dit pas son nom, mais que le régime appelle la différence de la démocratie rwandaise. Voilà. Donc, en très peu de mots, ce sont ces propos donc, ces livres développent en long et à large. J'invite les personnes intéressées à acquérir ces livres et à les lire pour mieux. Mais vous m'excuserez, monsieur Célestin, vous venez de lancer une bonne phrase là-bas. Le pays a été libéré de ses habitants. Qu'est-ce que vous voulez dire au fait? Ça veut dire que, Senga, quand à la fin des hostilités en juillet, au mois de juillet 1994, la plupart des Rwandais étaient dans les camps en Tanzanie et au Zaïre, qui est devenu la République démocratique du Congo. Les gens qui n'avaient pas pu fuir, ils étaient en cachette, ils étaient cachés dans les marais, dans les bananeraies, dans les champs de sorgho. Et les libérateurs n'ont pas été acclamés. Il n'y avait personne pour les acclamer. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être acclamés, c'est que la population les rejetait. Ils avaient pris connaissance de leurs méthodes, notamment dans les anciennes préfectures de Byumba et de Ruhengeri.
Et il y avait, en 1994 déjà, il y avait environ 1 million de déplacés, de personnes déplacées aux portes de Kigali. Et donc, toute la population rwandaise, si on sait que Kigali réunit les gens de toutes les provinces, de toutes les régions du pays, les combattants qui ont pris le contrôle du pays en fin juillet 1994, eh bien, ils avaient eu le temps de faire connaissance avec la population. Ils les avaient malmenés, massacrés. C'est pourquoi, donc, au moment où ils ont pris le contrôle de tout le pays, la plupart de ceux qui pouvaient s'enfuir, ils avaient fui. Voilà. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme énoncé tout au début, nous allons prendre juste 3 minutes parce que là, nous sommes la veille de la date du 5 janvier et depuis 1994, cette date est devenue une date anniversaire, une date historique. Et pour preuve, c'est à cette date que l'ancien président Juvenal Habyarimana avait prêté serment, juste comme pour le lancement de la mise en place des institutions du gouvernement à base élargie, donc qui devait être mise en œuvre après les accords de paix d'Arusha qui avaient été finalement signés le 4 août 1993. Et comme certains de ceux qui nous suivent le savent, malheureusement, à part cette prestation de la magistrature suprême et le président de la République, les autres n'avaient pas pu être mises en place parce qu'il y avait des discussions qui n'ont pas abouti à une entente par rapport à la composition de, que ce soit les membres du gouvernement et les membres de l'Assemblée nationale. Et comme on ne peut pas passer sous silence une date historique comme ça, je vous dis qu'il y avait eu au moins 4 fois de tentatives pour essayer de mettre en place toutes ces institutions. Mais le premier jour, je voudrais vous faire écouter juste ce petit extrait où on comprend que le président Juvenal Habyarimana espérait que ces institutions allaient être qu'ils allaient être mises en place, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, nous allons écouter ces 2-3 minutes. C'était le 5 janvier 1994. Cela fait 29 ans. L'article 7 qui dit à son avant-dernier alinéa que les députés à l'Assemblée nationale de transition prêtent serment devant le président de la République en présence du président de la Cour constitutionnelle. Cette disposition, et puisque le président de la Cour constitutionnelle n'est pas là, cette disposition ne peut pas être remplie. Je constate aussi, en second point, que aucun député du FPR n'est présent, à qui j'ai demandé de contrôler les présences m'ont signalé cela, qu'aucun député du Front patriotique rwandais n'est présent dans la salle et qu'aucun député du Parti social-démocrate, PSD, n'est présent. Cela s'ajoute au motif que je viens d'invoquer de l'absence du président de la Cour constitutionnelle pour vous dire qu'il est de mon devoir d'ajourner cette séance, mais que je suis prêt
à la reprendre aussitôt que les concernés seront là, c'est-à-dire les députés et les députés qui doivent prêter serment, et que les autorités visées à l'article 7 se seront rendues disponibles pour remplir le devoir qui leur incombe. L'ancien président Juvenal Habyarimana, c'était le 5 janvier 1994, après qu'il ait prêté serment. Il devait s'en suivre aussi la prestation de serment du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Malheureusement, il y a eu des mésententes, ce qui a conduit à ce que la date fatidique du 6 avril est arrivée au moment où ces institutions n'étaient pas encore mises en place. Donc, on aura le temps d'y revenir parce que c'est une période quand même historiquement qui nécessite qu'on puisse y revenir pour des raisons compréhensibles. Donc, si parmi nos invités, il y a quelqu'un qui veut prendre juste une minute, pas plus, avant qu'on entre dans le vif du sujet. S'il y a quelqu'un qui veut en dire quelque chose, parce que on fait cette émission pour juste un petit rappel, parce que on fait cette émission la veille de cette date historique. Le général B. Emmanuel Habyarimana, si vous voulez juste faire un petit commentaire par rapport à ça. Bon, merci pour la parole. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus, mais ce que je peux en tirer, c'est que quand le président de la République, Habyarimana Juvenal, prêtait serment, c'est peut-être une question que je me pose. Est-ce qu'il croyait que la suite pourrait se réaliser, c'est-à-dire la prestation de serment des autres concernés? Ça, c'est une question que je me pose, je n'ai pas encore de réponse. Mais sinon, cela montre qu'il n'y avait pas de volonté politique pour la mise en place des stipulations des accords de paix d'Arusha. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi prendre une minute, Célestin Sendium, si vous avez, parce que à l'époque, vous suiviez beaucoup. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je voudrais peut-être commencer par dire à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous voient qu'en juin 1994, c'est-à-dire 2 mois après l'attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana, j'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer les dirigeants du gouvernement dirigé par le président Sidi Kouabou à Tunis. C'était le dernier sommet de l'OIOA auquel j'assistais en qualité de conseiller à l'ambassade du Rwanda à Addis Abeba, qui était quand même responsable aussi des questions et de suivi de ce qu'on appelait alors le processus de paix du Rwanda. Et donc, là-bas, à Tunis, j'ai rencontré des membres de la délégation rwandaise venus de Kigali, qui comprenaient notamment des membres de la garde présidentielle que je côtoyais tous les jours quand j'étais encore à Kigali, quand j'étais encore au Rwanda, car j'étais un des directeurs de la présidence de la République. Et donc, ces membres de la délégation m'ont confié que le jour de la prestation de serment du président Habyarimana, un incident dont on n'a pas parlé s'était produit au portail du CND. Le protocole prévu était que le président vienne, le cortège présidentiel arrive au CND et s'arrête à ce portail pour que le président marche à pied jusqu'à la porte du palais qu'on appelait CND. Il fallait qu'il prenne cette marche à pied pendant peut-être entre 2 ou 3 minutes. Et à l'époque, les membres de la sécurité présidentielle avaient pensé que ça pouvait être un moment propice pour perpétrer un attentat. Étant donné donc que le président allait être une cible facile. C'est ainsi que l'un des
le garde du corps du président Sidiki Kouabouaba m'a confié qu'ils ont été obligés de violenter les membres du bataillon du Bangladesh qui gardaient le portail pour faire entrer la voiture du président jusqu'à la porte d'entrée du CND. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce point. Mais d'autre part, il faut quand même savoir que les accords d'Arusha, tels que signés, ne se prêtaient vraiment pas à une mise en application sans heurts, sans problème. Parce que ces accords comportaient des inégalités et des causes, bien les causes qui pouvaient être à l'origine de la non-mise, de l'échec de la mise en œuvre de ces accords. Mais le problème n'est pas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est pas cela. Mais on ne peut quand même pas passer sans dire à nos auditeurs que le blocage de la mise en place des institutions du gouvernement à base élargie, ce blocage se situait au niveau du parti MDR et du parti FPR. Le FPR qui se permettait des ingérences au sein du parti PL. Donc, le FPR rejetait la liste présentée par le président du parti PL, qui était Justin Mugenzi, et alors qu'au sein du parti MDR, ce parti ne s'entendait pas sur la liste de ses représentants. Voilà, c'est ça les causes profondes qui ont fait chavirer tout l'accord. Et donc, la responsabilité est partagée entre ces partis internes, le MDR et le PL, et le FPR qui, imbu de la force militaire dont il pouvait se faire prévaloir, il se permettait de rejeter la liste des représentants présentés par Justin Mugenzi, qui était alors le représentant légal du parti PL, alors que l'une des causes qui avait motivé l'invasion du Rwanda par ce parti-là, donc le FPR, c'était des choses qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire le respect des formes légales ou les formes régulières. Et en respectant ces formes-là, la personne qui était habilitée pour présenter la liste des représentants du parti PL, c'était M. Justin Mugenzi. Voilà. Le débat est lancé. On aura l'occasion de faire une émission que sur ça. Là, vous lancez un débat. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100% que tout le monde et que tout ce qui nous écoute soit d'accord avec vous sur certains points. Voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir, mais merci beaucoup de lancer ce beau débat. C'est très important, c'est l'histoire. Il faudra qu'on y revienne. Alors, donc on va parler de ce conflit, de cette guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et ce grand pays en superficie, même en richesse et sous-sol. C'est un pays qui dénonce depuis le début de cette guerre, qui dénonce et qui accuse les autorités rwandaises d'avoir un grand rôle dans cette guerre, dans cette agression. Et ce n'est pas moi qui le dis, je vais vous mettre un petit extrait du président Félix Tshisekedi. À 2 reprises, donc nous aurons un petit extrait donc au moment où il était devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et la deuxième partie de l'extrait va concerner les propos qu'il a prononcés devant les jeunes de son pays, tout ça pour expliquer vraiment ce qu'il considère comme étant responsable de cette situation à l'est de la RDC. Nous l'écoutons. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. C'est le cas
actuellement du Rwanda, qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain. Dans quelques instants, le général IBM Emmanuel Habyarimana, qui sans aucun doute a suivi certaines de nos émissions où les différents invités nous ont parlé de ce qu'ils considèrent comme des raisons ou des motifs, ce qui motive, ce qui déclenche cette guerre depuis plusieurs années. Mais avant tout, écoutons aussi, là nous venons d'écouter le président congolais, et écoutons maintenant ce que disent le président rwandais, parce que ces derniers temps, on dirait que c'est aussi une guerre médiatique quelque part, même si sur le terrain, c'est là où ça fait beaucoup de dégâts. Donc, dernièrement, à la Saint-Sylvestre, donc le président rwandais ne s'est pas empêché quand même de revenir sur ce conflit, sur cette guerre, et quelque part, il dit soutenir les initiatives visant à stabiliser l'Est de la RDC, tout en ajoutant le mais. Alors, vous nous direz ce que vous en pensez une fois que nous l'aurons écouté. C'est juste une courte extrait. C'était dans la nuit du 31. Dans la nuit du 31 au premier. Voilà, donc comme je le disais, c'était à la Saint-Sylvestre, le président rwandais Paul Kagame. There are regional initiatives underway led by the President of Angola, President Lorenzo, and the President of Burundi, President Ndayishimiye. J'aurais pu prévenir l'un ou l'autre. Nous avons un interprète, nous avons aussi Emmanuel Senga qui maîtrise bien l'anglais. Donc, si c'est possible, je pourrais de temps en temps arrêter pour que vous puissiez traduire à ceux qui peuvent rater des précisions. Donc, c'est comme vous voulez. Voilà, je vous avais prévenu, je pense, Célestin Sendiumva. Et puis, je pense qu'il y a les échos quelque part. S'il y a quelqu'un où il y a les échos, il peut, quand il ne prend pas, et quand il n'est pas en train de parler, il peut couper le micro, il peut désactiver son micro. Comme ça permet aux auditeurs de ne pas avoir des soucis à bien écouter. Alors, ce petit passage, Célestin Sendiumva, vous n'êtes pas obligé de faire la traduction mot à mot, mais au moins de dire ce qu'il vient de dire en français. Le président Kagame est en train de dire qu'il y a deux processus qui sont en cours pour la stabilisation de l'Est du Congo. Un processus dirigé, placé sous la direction du président Lorenzo d'Angola, et un autre processus qui est placé
sous la direction du président du Burundi, Ndayishimiye. Voilà. Mais aussi l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Merci. On continue. And the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta. I thank these leaders as well as the heads of state of this African community for the crucial work they are undertaking, which Rwanda fully supports. Le président félicite ses dirigeants, ses collègues pour les efforts, il dit, les efforts cruciaux, et les efforts d'une extrême importance, cruciale, que ses collègues ont entrepris, et il nous dit que le Rwanda soutient pleinement ou entièrement ces efforts. Voilà. We also commend them for agreeing to deploy a force to help stabilize Eastern Congo. Ici, le président dit qu'il soutient ses dirigeants pour avoir accepté de déployer une force afin de stabiliser l'Est du Congo. However, these efforts will not bear fruit unless the unhelpful approach of the international community changes significantly. Le président dit que ces efforts ne pourront pas porter des fruits, sauf ne pourront pas porter les fruits escomptés si l'iniction de la communauté internationale ne change pas de façon significative ou considérable. It is disappointing that the international community pays lip service to peace and actually ends up complicating matters, which undermines the regional processes. Le président regrette que la communauté internationale, en fait, sabote les efforts de paix en compliquant les choses et que l'émission des grands de la communauté internationale mine les processus de paix régionaux. After spending tens of billions of dollars on peacekeeping over the past 2 decades, the security situation in Eastern Congo is worse than ever. Alors, le président dit qu'après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars dans les efforts de paix, la situation à l'est du Congo est allée de mal en pis. To explain this failure, some in the international community blame Rwanda, even though they know very well that the true responsibility lies primarily with the government of the Democratic Republic of Congo, as well Donc, le président affirme que les membres de la communauté internationale blâment le Rwanda, rendent le Rwanda responsable de la situation, alors qu'ils savent que la cause de la situation à l'est du Congo et le gouvernement de la République démocratique du Congo est lui-même responsable de cette situation, ainsi que ses acteurs internationaux. C'est eux, le gouvernement congolais et les acteurs internationaux qui seraient, d'après le président, qui seraient responsables de la détérioration de la situation à l'est du Congo. External actors who refuse to address the root causes of the problem, nowhere else. Donc, parce que les acteurs internationaux refusent d'aborder la cause profonde, ou bien les causes profondes, les causes au pluriel, les causes du problème, et que ces causes du problème ne se trouvent nulle part ailleurs qu'au sein du gouvernement congolais et chez les acteurs de la communauté internationale. Voilà. This is a very expensive lie, which makes no logical sense. Donc, et le président dit que c'est un énorme mensonge et
qu'on ne peut pas comprendre en suivant la logique des choses. They speak the truth only in whispers, afraid to displease the Congolese government and compromise their own interests. But in fact, they embolden leaders of the DRC to take more and more drastic steps to consolidate its populist base. Le président estime que les mensonges de la communauté internationale, il parle de la situation à demi-mot. Ils ne disent pas la vérité au grand jour. Et en cela, ils encouragent le gouvernement congolais à prendre des mesures de plus en plus drastiques, pour consolider son point de vue, disons, que le président appelle populiste. Populiste, c'est-à-dire que le gouvernement congolais sera responsable de propos de nature démagogique, populiste. C'est ce que ça veut dire, populiste. In the process, hurting their own people, even though the United Nations. Et donc, les mesures populistes que le gouvernement congolais prend fait mal plus aux populations congolaises, même si les documents des groupes d'experts des Nations Unies indiquent le contraire. Group of experts documents the collaboration between the Congolese army and FDLR and other militias, not to mention the alarming rise in hate speech. These items are virtually ignored as if they are of no consequence. Le président se plaint de ce que les rapports des groupes d'experts des Nations Unies parlent de la collaboration entre le gouvernement congolais et les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Ces rapports parlent du discours de la haine, mais les acteurs internationaux et même le Congo n'en parlent pas, comme si ces propos qui se trouvent dans ces rapports, dans le rapport des groupes des experts des Nations Unies, comme si ces indications n'avaient aucune importance. Merci beaucoup, Célestin Sendiumva, pour pouvoir paraphraser, c'est pas seulement interpréter, mais paraphraser aussi les propos du président rwandais Paul Kagame. En fait, c'était au début de cette émission pour essayer de voir quel est le climat sur les deux côtés, côté congolais, côté rwandais. On aura l'occasion d'écouter encore le président rwandais comment. Là, il s'explique parce que le climat, non seulement il y a cette guerre, mais ça laisse toujours des tensions. Et comme vous l'aurez remarqué, il s'en prend même à la communauté internationale. Alors, avant d'entrer dans les considérations d'une part, d'un côté comme de l'autre, je voudrais accorder la parole au général B. Emmanuel Habyarimana pour qu'il puisse nous partager son regard, sa façon de voir ce conflit qui ne dure pas d'hier, mais qui date d'il y a longtemps, comme je pense il va nous en parler, mais très brièvement, parce que ça pourrait faire une émission à part, très brièvement, si vous pouvez nous dire vos convictions par rapport aux véritables causes de cette guerre. Et puis, on va discuter aussi par rapport à la situation du moment. Mais après avoir compris, au moins vous, quel est votre regard sur cette situation qui est vraiment dangereuse sur toute la région? Si vous pouvez encore activer le micro. Merci. Je disais, je remerciais Jean-Claude Mourinda pour la parole. Là, il me demande de développer un sujet délicat et complexe.
Mais je pense que les déclarations se succèdent depuis des décennies. Des hommes politiques locaux, régionaux et puis même internationaux. Mais puisqu'il m'est demandé de mettre les considérations sur les causes de ce conflit au front est de la République démocratique du Congo, je dirais que, en considération d'ensemble, que les causes du conflit actuel à l'est de la République démocratique du Congo, ce sont les mêmes causes depuis l'invention du Congo en 1996 et puis 1998, et même les causes de l'invasion du Rwanda et puis d'autres invasions dans la région de l'Afrique des Grands Lacs. Sur le plan géopolitique, la cause unique, c'est l'occupation des terrains, des territoires, des pays, et pour l'exploitation ou le contrôle des richesses qui regorgent dans la région. Mais aussi, en sommet, on peut parler aussi de l'extermination des personnes, des populations locales. Et comme ça a été vérifié par la communauté internationale dans le rapport mapping au Rwanda, partout ailleurs, il y a une certaine extermination programmée, planifiée, systématique des populations. Ça aussi, c'est une cause. Pourquoi est-ce qu'ils veulent décimer les populations? C'est pour rendre les terres libres et pour pouvoir les exploiter ou implanter d'autres personnes. On le verra en détail dans la suite de mon intervention. Ça, c'est la cause unique. Il n'y a pas d'autre cause, c'est celle-là. Bon, je ne sais pas si je peux continuer à exposer, mais pour ce qui concerne la cause, c'est celle-là, il n'y a pas d'autre cause. Je voudrais poser peut-être une petite question là-dessus. Bon, tout en acceptant que la cause est unique, c'est-à-dire les richesses et l'extermination des populations, je voudrais vous poser la question de savoir qui est responsable, parce que ça ne vient pas d'un groupe connu. Il y a certainement un auteur, celui qui veut la disparition de cette personne et la conquête de toutes ces richesses. Est-ce qu'on peut nommer cette personne-là ou le groupe de gens qui sont les auteurs de ça? Bon, c'est une excellente question. Justement, je vais y revenir. Je vais y revenir dans l'analyse géopolitique de la dynamique des conflits au Congo et même partout dans la région des Grands Lacs. D'ailleurs, j'y vais maintenant. Pour analyser ce qui se passe à l'est de la RDC, au front est, je pense qu'il faudra se procéder comme si pour que nous puissions être rapides. Nous allons voir dans un premier temps quel est le front, quelle est l'étendue du front à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Deux, nous allons essayer de déterminer les acteurs du conflit, les forces en présence et leurs intentions. Et trois, c'est par là que je vais répondre à la question que vient de poser notre ami Emmanuel. Et puis après, nous allons voir comment ils opèrent, le mode d'opération de part et d'autre, pour les envahisseurs, mais aussi pour la RDC. Et après, nous allons essayer de voir ce qui se passe exactement pour déterminer, projeter ce qui va arriver demain. Alors,
Concernant l'opération, le territoire, ce qu'on appelle en jargon militaire le théâtre d'opération à l'est de la République démocratique du Congo. Parlant de théâtre d'opération, je voudrais quand même préciser que c'est quelque chose de complexe. Tout le monde parle de la guerre à l'est, au front de l'est du Congo, mais personne ne parvient à définir, à délimiter le front, le théâtre d'opération. Et c'est d'une façon délibérée pour ceux qui envahissent, et c'est peut-être par incompétence pour ceux qui sont envahis. Alors que ça, c'est très fondamental. Cette situation s'est montrée depuis l'invasion du Rwanda, depuis la première guerre en RDC en 1996, depuis la seconde guerre en RDC en 1998, depuis les rébellions du RDC, MLC, CND. Il a été toujours, jusqu'à aujourd'hui, difficile de savoir pourquoi ceux qui envahissent ne déterminent pas le théâtre de guerre, d'opération, et ceux qui sont envahis non plus ne veulent pas le faire. Si je prends par exemple la guerre du Rwanda d'octobre, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire voilà, le théâtre d'opération a été celui-ci. Cela fut à l'origine d'un grand problème. Parce que quand les troupes franchissaient la frontière à Kagitumba, et quand ils continuaient à mener leur guerre, on ne savait pas, est-ce que c'est les troupes ougandaises qui ont attaqué? Est-ce que c'est la guerre civile qui a éclaté en provenant de l'Ouganda avec l'armée ougandaise? Est-ce que c'est une guerre intestine? Et là, c'est difficile à dire parce que cette guerre-là qui est intestine devrait éclater à partir de l'intérieur du Rwanda. Et moi, j'ai été au front, on a demandé pourquoi est-ce que qui envahit le Rwanda? Bon, au départ, même les autorités ne pouvaient pas le dire. Je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'ils ne le savaient pas, mais ils avaient des difficultés à le dire. Ça, tout le monde le sait. Mais sur le plan géopolitique, régional, ça avait une importance. Parce que si on avait dit que c'était l'Ouganda qui avait envahi le Rwanda, même s'il y avait des militaires rwandais, des réfugiés rwandais, peu importe, c'était des militaires ougandais. Ça, c'était la vraie réalité pour définir le front, dire voilà, la guerre se passe sur la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, mais avec arrière-fond l'Ouganda et même voire d'autres pays. Ça, personne n'a voulu le dire. Et ça a eu un impact qui a donné les conséquences et les répercussions que nous avons vécues. Et puis finalement, l'Ouganda s'est efforcé à dire voilà, à imposer qu'il s'agissait d'une guerre civile rwandaise. C'était le premier objectif et c'était une victoire partielle. Parce que ce n'était pas vrai, ce n'était pas juste. Et surtout que cette guerre-là allait traverser le Rwanda pour aller au Congo. On l'a appelé guerre entre les citoyens rwandais. En mentant, c'était des mensonges d'État. Et tout le monde a accepté, personne n'a réagi. Est-ce qu'on parlera que c'était l'Ouganda, oui. en disant que c'était l'Ouganda qui avait envahi ou attaqué le Rwanda, est-ce que stratégiquement, est-ce que politiquement, ça aurait pu être efficace? Est-ce que la communauté internationale n'aurait pas considéré comme si c'était un déni de l'existence des réfugiés rwandais qui rentraient? Non, ça n'a rien à faire avec les réfugiés. Ce n'aurait pas été un déni. Parce que le Rwanda aurait dit voilà, effectivement, il y a les Rwandais dedans, dans l'armée ougandaise. Mais ce sont des soldats ougandais.
Ça, c'était clair à montrer, à définir. Et le Rwanda ne niait pas le problème des réfugiés. Il aurait dit, voilà, il y a ce problème-là, mais nous étions en train de voir comment le traiter. Et maintenant, il y a l'Ouganda qui attaque, soit disant qu'il s'agissait de réfugiés qui rentraient alors que ce n'était pas le cas. Et la suite l'a montré. La suite l'a montré, a montré que l'invasion du Rwanda le 1er octobre ne consistait pas à faire rentrer les réfugiés, mais à trouver une base au Rwanda pour attaquer le Congo. Avant de poursuivre, le général Emmanuel Habyarimana, une petite réaction de Célestin Sengiumva, et puis vous allez poursuivre pour nous montrer ce que les autorités congolaises devraient avoir comme position. Célestin. Merci, Jean-Claude. Je voulais intervenir sur ce point pour souligner l'importance de la définition du théâtre des opérations. Parce que, comme le dit le général Habyarimana, la demande, si le gouvernement rwandais de l'époque avait demandé un cessez-le-feu, la ligne de cessez-le-feu allait être la frontière rwando-ougandaise. Et donc, les Ougandais ne pouvaient pas accepter ça, parce que ça les rendait responsables de l'invasion aux yeux du droit international. C'est-à-dire que, au moment, l'état-major à Kampala, au moment du lancement de cette opération à l'invasion du Rwanda, l'acceptation, le fait de faire accepter de gré ou de force que c'était une guerre civile rwando-rwandaise, cette affaire devenait un objectif militaire. Objectif militaire de faire accepter qu'il s'agit d'une guerre civile entre Rwandais. Voilà, c'est ce que je voulais... Merci beaucoup, Célestin Sengiumva. Vous pouvez poursuivre le général Habyarimana. Alors, pour nous expliquer quelle serait alors la meilleure des positions pour les autorités congolaises par rapport à ce conflit à l'est de leur pays. Bon, j'étais en train de montrer, prendre l'exemple du Rwanda. Alors, si je vais au Congo, en RDC, c'est la même chose qu'au Rwanda, que ce soit en 1996, que ce soit en 1998, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais parler de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, même, comme pour le Rwanda, comme pour les autres guerres, les guerres précédentes d'agression de la RDC, aujourd'hui, on ne connaît pas le théâtre d'opération à l'est de la RDC. On ne le connaît pas. C'est une nébulosité. Des fois, on parle de la guerre à Rutshuru, à Mangabo, à Massissi, bon, et puis, etc., etc. Mais on ne veut pas que cette zone soit délimitée d'une façon correcte. Parce que si je parle de la zone d'opération de l'Est du Congo, moi je pars du Haut-Uélé, à la frontière avec le Soudan, je descends à l'Ituri, je viens au nord Kivu, je vais au sud Kivu, et puis j'arrive au Grand Katanga. Ça, c'est le front est de la guerre qui se déroule pour le moment à l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'une façon, pour des raisons ou d'autres, on parle ponctuellement chaque fois, il y a la guerre à Mangabo, il y a la guerre à Rutshuru, il y a la guerre à Bunagana, il y a des histoires comme ça. Mais personne n'ose dire, voilà, la guerre se passe dans cette zone précise-ci. Parce que, je pourrais illustrer, hein, parce que la guerre là, aussi dans le front est au nord. Vous savez, la guerre même se fait aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des forces qui descendent du Sud-Soudan, on les appelle les Moro, les quoi, qui entrent, qui
qui déciment les populations avec les vaches qui s'implantent. Même aujourd'hui, mais personne n'en parle. Est-ce que c'est moins dangereux ou c'est plus dangereux? Et la même chose en Ituri. Vous connaissez, il y a les gens là, même au Nord Kivu, les Lindous, les Hilma, ils se battent, toujours ils s'entretuent. Il y a même des Rwandais qui entrent là, et les évêques en ont parlé dernièrement, qui viennent de la Tanzanie, qui s'implantent, mais les populations autochtones, ils sont où? On ne sait pas. Et ça se fait même aujourd'hui. Bon, si on descend maintenant à ce qui concerne ce qu'on dit, on étiquette être la guerre à l'Est. Le point, la petite zone là de Goma, autour de Goma, Rutshuro, etc. Cette délimitation est confuse. Pourquoi? Parce que la zone d'opération ne devrait pas être en RDC seulement. Parce que ceux qui envahissent le Rwanda, ils ne viennent pas de RDC, à part qu'on essaie de l'imposer comme ça, comme on l'a fait au Rwanda. Ils viennent de l'Ouganda et du Rwanda. D'ailleurs, c'est pourquoi on a aujourd'hui tendance à dire, voilà, le M23, c'est une dissimulation de la guerre, mais c'est finalement le Rwanda qui envahit. C'est-à-dire que la zone d'opération entre en profondeur au Rwanda et en Ouganda. Et ça, personne ne veut le dire. Pourquoi? Pour que l'on ne dise pas que, comme l'a dit Célestin Nsengiyumva, qu'on ne dise pas que c'est le Rwanda qui attaque, on dit le Rwanda seulement, mais aussi il y a l'Ouganda qui attaque. Et ça, on ne veut pas le dire. C'est là. Mais justement, général, à ce sujet, bon, il y en a qui ne veulent pas le dire, mais il y a celui qui est affecté, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas à haute voix? Qu'est-ce qui empêche le RDC d'en parler et d'accuser sérieusement ceux qui attaquent? Parce qu'on ne comprendrait pas. Qu'est-ce qui l'empêche? Bon, c'est la volonté politique. D'ailleurs, même ce qu'ils disent, c'est à cause de la pression de la population. Hein. C'est là où le président se dit, finalement, il faut que je dise que nous sommes attaqués par le Rwanda. Parce que, vous voyez, dernièrement, la population a failli franchir la barrière à Goma. Tout le monde, les organisations non gouvernementales, les journalistes, tout ce monde, et les populations, les résistants autochtones, ils ont dit, voilà, si vous ne déclarez pas que c'est la RDC et que c'est le Rwanda qui attaque, vous parlez du Rwanda seulement, mais ils savaient qu'il y avait aussi l'Ouganda. Moi, je pense que c'est une volonté politique qui, les instances étatiques qui ne veulent pas dire clairement, voilà, nous faisons la guerre avec le Rwanda nous attaque. Et puis, c'est peut-être, j'allais le dire après, aujourd'hui, fermons nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Et puis, occupons-nous de ceux qui sont à l'intérieur pour défendre nos frontières. Normalement, c'est ce que vous pensez comme étant des solutions. Peut-être on pourra y revenir. Oui, vous alliez dire quelque chose aussi pour que Emmanuel, vous alliez dire quelque chose pour que le général Emmanuel Habyarimana puisse mieux éclairer. Non, je crois qu'il a répondu à ma question. Très bien. Alors, à ce niveau, on peut très avancer. bien. Alors, nous allons continuer parce que non seulement il y a une guerre sur le front, mais aussi il y a une guerre médiatique. Donc, c'est dans ce même ordre d'idées que je vais vous mettre cet extrait, ce court extrait du président Kagame qui déclare que cette guerre ne concerne que les Congolais. Au fait, vous allez suivre, il le dit en anglais, on va demander encore à Célestin Nsengiyumva de faire la traduction. Donc, Kagame qui déclare que les réfugiés congolais ont droit de retourner dans leur pays, quelle que soit la manière. Donc, il donne les explications. Je l'avais dit, ces derniers temps, il a vu que la communauté
la communauté internationale, hausse le ton. Donc, il essaie aussi, on dirait, qu'il est en train vraiment de s'expliquer. Nous écoutons ce court extrait. C'est encore une fois dans son discours à la nation, les vœux. Hein, c'était le moment des vœux du nouvel an, mais il a pris aussi le temps. Il n'a parlé en Kinyarwanda que maximum 3 minutes. Le reste de son discours, c'était en anglais. Et voilà, il a profité de l'occasion pour s'adresser aux grandes puissances et à la communauté internationale. Nous l'écoutons. We have had enough of this hypocrisy. It is high time that the unwarranted vilification of Rwanda stopped. Le président dit qu'il en a assez de cette hypocrisie et il dit que nous sommes, donc nous, le Rwanda, nous sommes directement affectés, surtout quand dans ces opérations-là, et il dit que on doit arrêter la diffamation dirigée contre le Rwanda. On doit arrêter de diffamer. We are directly affected when the remnants of the militias that committed genocide in Rwanda become auxiliary forces of the DRC army. Donc, il dit que le Rwanda est affecté quand les éléments qui ont commis le génocide au Rwanda deviennent des forces auxiliaires de l'armée de la République démocratique du Congo. And conduct attacks across our border. Et donc deviennent des forces auxiliaires et mènent des attaques à travers notre frontière. No country can accept this. Aucun pays ne peut accepter cela. Rwanda will never accept this as normal. Le Rwanda ne va jamais accepter cela comme normal. Appropriately. Et le Rwanda va toujours répondre de security and stability are paramount. Parce que notre sécurité et notre stabilité relèvent de la plus haute priorité. Paramount. The situation of the Congolese refugees, whose very right to a nationality is denied by their own home country, is a case in point. Il dit la situation des réfugiés congolais auxquels leur pays dénie même le droit à avoir une nationalité. Il dit cette situation, c'est un cas d'espèce. Case in point, un cas d'espèce. It is not just a question of hate speech, but of active persecution over decades. Donc, ce n'est pas seulement une question de discours de la haine, mais une question de persécution active qui dure depuis des décennies. Rwanda is among the countries in East Africa which has hosted hundreds of thousands of Congolese refugees for decades. Le Rwanda est l'un des pays de l'Afrique de l'Est qui a abrité des milliers de réfugiés congolais pendant des décennies. We have more than 70,000 registered in Rwanda alone. Donc, parmi ces réfugiés, il y en a qui sont... le Rwanda en abrite. Le Rwanda, à lui tout seul, en abrite 70 000. And new refugees continue to arrive even now. Et le président dit qu'il y a des vagues qui continuent d'arriver, même maintenant. Yet the international community effectively pretends that these people do not exist. Et la communauté internationale continue de nier, de prétendre effectivement que ces gens n'existent pas. Or that they don't know what causes them to be refugees in the first place. Ou bien alors la communauté internationale prétend qu'on ne sait pas ce qui amène ces réfugiés à devenir, ces gens à devenir des réfugiés. The policy seems to be for them to remain in Rwanda indefinitely, which il semble que la politique est de les laisser au Rwanda indéfiniment.
only serves to whitewash the lie that they are actually Rwandans. Et cela sert à blanchir le mensonge, donc à faire passer le mensonge que, en fait, ces gens sont des Rwandais. Who deserved to be expelled. Donc, ce sont des Rwandais qui méritent d'être chassés du Congo. This is an international problem, and it requires an international solution because Voici un problème, donc c'est un problème international qui demande une solution internationale. The unresolved political issues which cause these armed groups to keep coming up and donc il y a des causes profondes, des causes de soubassement qui font que ces problèmes continuent à surgir et à ressurgir. Which underlie the hate speech we keep seeing are the same. Et il y a également le problème du discours de la haine que auquel nous continuons à assister. Rwanda will not accept to bear the burden for the DRC's responsibilities. Le Rwanda ne va jamais accepter de porter le fardeau des responsabilités qui incombent à la République démocratique du Congo. We have enough burdens of our own to bear. Nous avons nos fardeaux à nous. And we shall do so as effectively as we can. Et nous allons donc porter nos fardeaux aussi efficacement que nous le pouvons. The conditions for Congolese refugees to return home in safety and dignity must be established. Il faut que les conditions permettant aux réfugiés congolais de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité, il dit qu'il faut que ces conditions soient mises en place, soient établies. In any case, Rwanda will not stop them from going home in any way they choose. Mais il dit, dans tous les cas, le Rwanda ne va pas les empêcher de rentrer chez eux, de rentrer de la façon dont ils vont déterminer eux-mêmes, dont ils vont choisir. Quelle que soit la manière dont ils auront choisi. Alors, voilà. Merci beaucoup, Célestin Sendiumva, pour cette fidèle traduction. Ça nous permet de comprendre, là, le président rwandais explique les causes qui lui semblent présentables. Ça n'a rien à voir avec ce que vous nous avez présenté, le général Emmanuel Habyarimana. Vous voyez? Donc, c'est là où se trouve, je ne sais pas si on peut parler du débat, mais vous avez évoqué le cas de 1990, où, quelque part, il y avait des éléments dans l'armée ougandaise qui ont attaqué le Rwanda, même si c'était des réfugiés rwandais, mais c'était des éléments ougandais. Alors, vous nous avez dit, il fallait dire les choses telles qu'elles étaient. Là, comment on peut expliquer ce problème et ses causes, cette guerre, au moment où, parmi ceux qui ont agressé le Congo, il y a le président rwandais qui fait la démonstration comme quoi il y a des éléments congolais, des réfugiés congolais avec, je ne sais pas si on peut dire des preuves à l'appui. À vous la parole, le général Habyarimana. Bon, merci encore une fois, Jean-Claude, pour la parole. Enfin, il me semble que son Excellence, le président Kagame, pense qu'il peut jouer l'hypocrisie contre l'hypocrisie, face à l'hypocrisie, et puis encore continuer à entretenir les mensonges d'État d'une façon visible, sans avoir honte, comme le disait son homologue du Congo. Et puis, moi, je pense que... Pourquoi est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il sait que le monde ne voit pas ça? Est-ce que c'est parce que peut-être il se sent protégé, il peut dire n'importe quoi, hein, dans n'importe quelle condition. Mais sinon, je pense que le président Kagame sait très bien
qu'il y a eu des réfugiés congolais qui ont voulu rentrer chez eux, là tout près d'Okibouye, et qu'il a dû utiliser les armes, qu'il y a eu même des morts. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Il faudra lui poser la question, alors qu'il dit, voilà, les Congolais qui veulent rentrer chez eux doivent rentrer, alors qu'il sait qu'il ne veut pas qu'ils rentrent. Hein? Ce sont des rançons. Pas seulement rentrer, mais rentrer, quelle que soit la manière. Parce que je pense qu'on ne peut pas passer comme ça. Ce sont des propos qui ont un sens, quelle que soit la manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez continuer, le général Abiyarimana, et puis on entendra aussi Célestin Sendiumba. Emmanuel Senga, il n'est pas là seulement pour poser des questions, il peut aussi voilà, émettre des opinions, il en a droit. Allez-y, mon général. Bon, il parle de 70 000 personnes, des réfugiés. Je ne sais pas si c'est un nombre considérable si on considère la population de la RDC de 100 millions. Bon, mais cela importe, même si ces 10 ce sont des réfugiés. Mais il sait comment ces réfugiés sont revenus au Rwanda. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui pour rester au Rwanda, il les a assassinés. Il y a eu des assassinats à Nkamira, il a décimé tout un camp de Congolais. Il y a eu des assassinats, des exterminations. À Rwerere, il a exterminé tout un camp de réfugiés congolais parce qu'il lui disait, voilà, laissez-nous rentrer chez nous. Et ces assassinats, il a essayé de les attribuer aux FDLR, je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas tenu. Parce que cette stratégie-là de mensonge d'État, c'est une stratégie que le FPR a, que Kagame a, depuis son entrée au Rwanda, depuis l'invention du Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne sais pas comment il peut dire, il le fait aussi pour les Burundais. Hein. Il dit voilà, ils peuvent rentrer, à part qu'aujourd'hui, le Burundi a pris des stratégies très dures, tellement que Kagame ne peut pas y opposer une résistance. Mais sinon, dire qu'il va au Congo parce qu'il y a les réfugiés congolais qu'on empêche de rentrer au Congo, ça c'est un mensonge d'État. Et tout le monde le voit et tout le monde a des arguments à y opposer. Il tire le Congolais qui veut rentrer et il dit qu'on les empêche d'aller. On ne les a pas tués en RDC. Hein. On les a tués à Rwerere, on les a tués à Nkamira, on les a tués là à Kibouye et partout ailleurs. Et ce ne sont pas les Congolais qui franchissent les frontières pour venir les tuer, les empêcher de rentrer chez eux. Ça, c'est quelque chose de grave pour un président, mais ça a été comme ça. Dernièrement, il tue les gens dans les villages au Congo, il prétend que ce sont des Congolais qui l'ont fait ou les FARDC. Ça a toujours été comme ça, les mensonges d'État de Kagame, c'est comme ça. Oui, moi, général, vous avez à maintes reprises utilisé le terme de mensonge. Et même le président rwandais a évoqué le mensonge quelque part. Mensonge d'État. Mensonge d'État. Alors, avant qu'on entende Célestin Sendiumba, je voudrais vous demander, chacun pourra en dire un mot, si vraiment quand le président rwandais Paul Kagame là, il est en train vraiment de parler en faveur de ces réfugiés. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se faire. Parler en faveur pour qu'ils puissent avoir leurs droits. On peut le dire, on peut vouloir, on peut avoir cette envie d'écouter de la bouche d'un chef d'État prendre la parole pour défendre les intérêts et le droit des réfugiés. Mais est-ce que réellement c'est quelqu'un qui a du souci pour ces réfugiés congolais? C'est une question qu'on peut se poser. Je voudrais vous montrer, par exemple, cet article. Avant de continuer, je peux dire quelque chose. Oui, vous allez en dire quelque chose. Si on s'appuie sur un petit rapport qui avait été sorti en 2019, une année après. Donc, après que les réfugiés congolais d'Otiziba, vous vous rappelez d'Otiziba, hein, le camp d'Otiziba, vous vous rappelez que ces réfugiés avaient fait une
petite manifestation et ces réfugiés congolais s'étaient vus tirer dessus. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Donc, on peut partir de là pour voir s'il n'y a pas de contradictions. Juste, vous prenez juste une minute parce qu'on va aussi écouter Célestin Sengiumva et Emmanuel Senga. Bon, j'accorde la parole, accorder la parole à Senga. On va revenir directement vers vous, mon général. Allez-y, Célestin Sengiumva. Jean-Claude, merci beaucoup. Le Rwanda a plus de 70 000 réfugiés au Congo. Et quand les réfugiés rwandais, où qu'ils soient, même ici, moi-même je me considère comme étant un de ces réfugiés, quand nous entendons le président Paul Kagame se faire l'avocat de la cause des réfugiés, ça peut vous faire tomber à la renverse. Parce que, Jean-Claude, il n'existait pas un seul réfugié congolais au Rwanda avant 1996, quand les troupes du général Kagame ont attaqué le Congo, ont attaqué les camps des réfugiés pour y massacrer les réfugiés, n'est-ce pas? Les camps de réfugiés rwandais. Les camps de réfugiés rwandais, au sud et au nord Kivu. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas un seul réfugié congolais au Rwanda. Ce que nous avions au Rwanda, en tout cas avant 1984, c'était des immigrants congolais. À Kigali, il y avait même une école zaïroise. Il y avait un camp à Dikondo où habitaient des Congolais. C'était un surnom de ce village, Dikondo, là, camp Zaïre. C'était juste un surnom, mais ce n'était pas un camp de réfugiés. Ce n'était pas des réfugiés, c'était des immigrants. Les résidents, c'était des Congolais. C'était des immigrants. Et donc, les réfugiés congolais ont commencé à arriver au Rwanda après l'invasion des troupes du général Kagame au Congo. Et il y a quelque chose de très curieux à comprendre. Comment un réfugié peut aller chercher refuge là d'où provient le danger. Donc, quand les troupes rwandaises ont envahi le Congo, comment est-ce que les réfugiés ont afflué vers le Rwanda? C'est-à-dire, comment est-ce que les réfugiés ont pu affluer vers le lieu d'où provenait le feu? Si vous pouvez me l'expliquer, je vous en serai bien reconnaissant. Et donc, la seule explication possible, à mon avis, c'est qu'il y a eu des corridors, l'armée rwandaise a ouvert des corridors pour diriger les réfugiés congolais, principalement les Banyarwenge, ou même avec leurs voisins Bapembe ou Bafulero, vers le Rwanda. Ça, c'est en ce qui concerne le sud Kivu. Et pour ce qui concerne le nord Kivu, également, il y avait eu des corridors qui avaient été ouverts pour canaliser ces réfugiés vers le territoire rwandais, parce que le président Kagame avait besoin de la présence de ces réfugiés sur le territoire rwandais, probablement pour contrebalancer le fait qu'il y avait une multitude de réfugiés rwandais au Congo, afin d'en faire des pions dans des négociations possibles entre les deux puissances, c'est-à-dire le Congo et le Rwanda. Voilà, c'est ce que moi je peux avancer comme hypothèse, je n'en suis pas sûr, mais si vous, peut-être le général Habyarimana a un autre point de vue, je voudrais bien entendre. Oui, il va prendre la parole. Emmanuel, est-ce que vous avez juste un petit commentaire à faire avant qu'on écoute le général Emmanuel Habyarimana? Tout à fait. Concernant les réfugiés congolais qu'on a retrouvés au Rwanda, ça est une création en fait du président Kagame et de son armée, de toute sa politique, parce que ces gens-là ont été chassés de leur terrain, non pas qu'ils avaient réellement des problèmes à l'intérieur. Les problèmes qui ont été amenés par ce qu'on appelle les FDLR, tous ces combattants rwandais, ça a été des créations effectivement du Rwanda pour faire vite chasser les Congolais de leur terrain, d'abord pour que le terrain soit occupé d'une certaine manière et en même temps créer ce climat d'insécurité dans cette partie du Congo pour favoriser justement l'exploitation des minerais. Il y a eu toute
disons, un engrenage de problèmes qu'on a mis ensemble pour que les gens fuient leur contrée et qu'ils se retrouvent au Rwanda et qu'ils soient pris en otage aussi, parce que ça serait toujours une monnaie d'échange quand il y aurait toujours problème. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait, on va y arriver, mais ça a été une création du président de la politique rwandaise. Donc les réfugiés rwandais, en même temps, nous l'avons vu tout récemment en 2015, il y avait eu une autre création de réfugiés Barundi qui ont été vite sortis de leur pays pour dire, en leur disant qu'il y avait moyen d'avoir un génocide, ce qui n'a pas eu lieu. Donc, toutes ces créations de réfugiés sont des spécialisations de Kagame et il sait pourquoi il le fait. On va voir ça dans la suite. Yeah. Merci beaucoup, Emmanuel Senga. Alors, mon général, en vous présentant, on a vu que votre personnalité est vraiment riche en formation, en expérience. Au-delà de la formation militaire, vous êtes docteur en sécurité internationale et l'armée nationale. Vous êtes diplômé en sciences et politiques. J'y reviens pourquoi? J'y reviens parce que dans les propos du général Paul Kagame, quelque part, il dit ces réfugiés congolais, ils ont droit de rentrer chez eux, quelle que soit la manière. Quelle que soit la manière, ça sous-entend quoi? Est-ce que quelle que soit la manière, c'est un terme passable, pour ne pas dire acceptable. Voilà. Bon, merci Jean-Claude. Quand Kagame dit cela, quelle que soit la manière, moi je comprends qu'il veut dire qu'il va les faire rentrer là-bas par force. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce qu'a dit Célestin, Sengiouva, dire que ces réfugiés congolais, ce sont des otages. Ça c'est vrai, politique. Et d'ailleurs, c'est ce que vient de dire aussi Senga, dire voilà, ces gens-là, c'est pour les montrer, et vous dire voilà, si on lui dit qu'il y a des réfugiés rwandais au Congo, il dit ah oui, mais il y a aussi des réfugiés congolais au Rwanda. Ce sont des amalgames qu'il veut créer. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que ces réfugiés congolais constituent une pépinière de recrutement. D'ailleurs, de même que les réfugiés aussi burundais, ils constituent des pépinières de recrutement des soldats. Ce sont des M23. C'est la pépinière de recrutement de M23, de Red Tabara, qui est considérée comme une opposition à l'Ouganda, alors que c'est une création de Kagame. Et il le fait toujours comme ça. Il avait pris les Banyamulenge en otage aussi. Et depuis le début de la guerre en 96, en 1996, ils ont constitué des pépinières. Il les a forcés de rester au Rwanda. Et même aujourd'hui, ils sont en train de dire pourquoi on ne veut pas rester au Rwanda, nous sommes des Congolais. Et les gens de Massissi aussi, Jomba et tout ce monde-là. Moi, je pense que Kagame veut avoir des pépinières de recrutement pour accomplir la mission qui lui a été confiée. Et c'est pourquoi d'ailleurs la mission qui lui a été confiée ou ses dessins à lui, confiés par qui? Parce qu'il y en a qui disent que c'est vraiment son projet à lui. Et vous dites la mission qui lui a été confiée. Voilà, et que vous pouvez éclaircir. Non, je pense que vous-même qui me posez la question, connaissez la réponse. Mais je vais y aller quand même. Quand ils ont franchi la frontière, Kagame a combattu en Ouganda. Il est devenu soldat ougandais. Et cette guerre suivait la guerre entre la Tanzanie et l'Ouganda. Et puis ils ont été recrutés pour dire, on les a dit voilà, maintenant, nous allons mettre Museveni en place, commencer la guerre civile. Ils disent qu'ils étaient 30 ans dans la région de Rohero. Ce sont des choses mythiques.
qu'ils inventent toujours pour ne pas délimiter les zones d'opération. Ça a commencé de ce temps-là. Mais Kagame a été formé en Amérique, aux États-Unis. Tout le monde après, tout de suite après, il est revenu au Rwanda faire la guerre et devenir président. Et alors, ils ont exterminé les autres militaires rwando-ougandais, Guillema et autres. Pourquoi? Parce que probablement, ils n'admettaient pas qu'ils soient des instruments de guerre, qu'ils aillent continuer jusque là au Congo. Et qu'ils ne pouvaient pas accepter non plus que les personnes d'une ethnie soient sacrifiées pour pouvoir asseoir l'autorité. Et alors, ceux qui l'ont donné la mission, les anglo-saxons, les États-Unis principalement, l'Angleterre, et puis leurs alliés, le Canada et l'Australie et Israël, ils ont dit, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, y compris décimer les populations. Nous allons vous soutenir, l'essentiel diplomatiquement, médiatiquement, et puis au Conseil de sécurité, à condition que vous parveniez à entrer en RDC et puis contrôler les territoires, surtout les plus riches, en minerais, etc. Et là c'est moi qui le dis. S'il y avait quelqu'un pour me demander de le justifier plus profondément, il pourrait le faire, que ce soit les États-Unis. Et la mission dont vous parlez, qui lui avait été confiée, cette mission est-elle terminée? Parce que vous avez écouté ses propos, c'est qu'il ne s'en prend pas seulement à ceux avec qui il est en guerre, c'est aussi contre la communauté internationale. Et cette communauté internationale, il y a ces anglo-saxons dont vous parlez. Et je voudrais vous demander si, d'après vous, si à la fin de l'année dernière, 2022, début 2023, si cette fois-ci, il a été clair par rapport au rôle dont il est accusé par les Congolais. Je vous fais écouter ce Je peux d'abord, laisse-moi dire quelque chose. Allez-y, mon général, allez-y. Bon, vous savez, depuis 1994, Kagame et les Français étaient vraiment des ennemis, des loups contre des loups. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que Macron, quand il dit, voilà, mon ami Kagame l'embrasse, je ne sais pas, je ne parle pas d'autres personnes. Alors, vous pensez que tout cela se fait, c'est pour rien? Pour dire que c'est l'hypocrisie dont il parle lui-même. L'hypocrisie internationale, c'est ça. Parce que vous imaginez un pays, il dit voilà, j'ai fait un dossier complet par les procureurs spécialisés contre, j'ai trouvé que X généraux, y compris le président, ont fait ceci. Et puis à un moment donné, il enlève tout. Et puis Kagame lui donne des militaires pour aller contrôler les régions gazières au Mozambique, tout ça. Ça, c'est ce qu'il appelle avec raison l'hypocrisie internationale. Il le sait. Il est le plus placé à le savoir. Maintenant, ce que nous disons, que Kagame ne dira jamais la vérité, qu'il dit voilà maintenant, qu'il s'attaque à la communauté internationale, ce sont des jeux tactiques. Ils le savent ils connaissent entre eux ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas quelque chose de déterminant. Lui-même, il le dit. Hein. Il y a des fois où il dit des choses vraies. Hein. Quand il parle de l'hypocrisie internationale, c'est qu'il le sait. Mais c'est que lui-même, il le dit en hypocrisie, avec la même méthode de mensonge. Voilà. Oui, et depuis le début de cette guerre, de ce conflit, il y a eu toujours... les autorités rwandaises ont toujours nié le rôle
dont ils étaient accusés par Kinshasa. Mais je voudrais vous faire écouter encore un petit extrait du président rwandais Paul Kagame. Vous me direz si, d'après vous, cette fois-ci, il est clair par rapport au rôle qui lui est reproché dans cette guerre. C'est toujours dans un extrait tiré du discours de la Saint-Sylvestre, au moment où les Rwandais, justement, attendaient les vœux du chef de l'État. Vous allez écouter et me dire ce que vous pensez, si c'est quelqu'un vraiment qui a été droit dans ses bottes pour dire « j'y suis » ou « j'y suis pas » dans cette guerre à l'est de la RDC. Abarasa amabomba akagwa mu Rwanda, indege zambuka imipaka. Est-ce que je peux encore vous déranger, Célestin Sendiumba, parce qu'il se pourrait que parmi ceux qui nous suivent, pour leur permettre de ne pas louper, de ne pas rater même pas un seul mot jusque-là. Oui, parfait. Le président dit il y a ceux qui tirent les bombes tombent au Rwanda. Il y a des avions qui franchissent les frontières du Rwanda. Bigira bite urusaku umuriro ni ibihugu byose abatuzanaho ibibazo by'ibindi bihugu bakabitugerekaho, badutera imijugujugu, batera. Nagira ngo mbasezeranye umuti urahari w'ikinyarwanda, umuti w'ikinyarwanda barawuvuguta. Le président se plaint des propos malveillants qui sont proférés même aux Nations Unies, et le président promet qu'il existe une potion, il dit une potion rwandaise, et qu'il faut cette potion-là en Kinyarwanda, donc dans la manière de faire des Rwandais, on la concocte. Donc, on promet qu'on va concocter une potion en intention de ceux qui parlent mal de lui. Le président dit qu'il est encore en train de réunir les ingrédients pour concocter cette potion. Abaryoherwa bakazana ibibazo ku Rwanda tutahamagaye uwo muti bazawunywa uzabavura. Et le président dit que ceux qui aiment mettre sur le Rwanda des problèmes qui ne sont pas les problèmes du Rwanda, le président leur promet que la potion qu'il est en train de concocter, que cette potion va les comment dire, la potion va les remettre à leur place. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, vraiment bien fidèle au moment de la traduction. Alors, ma question c'était, cette fois-ci, est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Est-ce qu'on peut avouer mieux que ça? Je me demande si ce sont des aveux ou pas du tout. Est-ce que ça a lieu à voir avec ce conflit, cette guerre à l'est de la RDC ou pas du tout, mon général? Bon, merci pour la parole, Jean-Claude. Moi, je pense que ce qu'il vient de dire, qu'est-ce qu'on peut retirer de cet extrait, c'est qu'une fois encore, il y a beaucoup de mensonges. Il dit, voilà, les avions qui partent de l'étranger, qui violent l'océan rwandais. Il dit les obus qui viennent de la RDC, mais il ne dit pas la RDC, mais c'est bien ça. Et qu'ils sont prêts à y répondre d'une façon quand même bien étudiée, par un symbole. Il dit voilà, Omuti Muchinyarwanda. Bon, Omuti, je ne sais pas. Moi, j'ai dit une fois en 2020
je ne sais pas si cette radio ou une autre, j'avais dit que si Kagame lançait une nouvelle guerre, une guerre contre le Burundi, ou une nouvelle guerre contre la RDC, qu'il ne pourra pas y résister et qu'il devra être vaincu. Vous pensez que c'est suicidaire à l'heure actuelle? Vous pensez que faire le même jeu que dans les années 96, vous pensez que c'est un mauvais calcul de sa part? Vous pensez que c'est suicidaire alors que lui, il est en train de dire, je vous promets de vous défaire, de vous anéantir, de vous mettre à genoux, hein, KO, comme disent les boxeurs. Donc, tous ceux qui considèrent comme ses ennemis, vous pensez que ça n'a rien à voir. Vous pensez qu'il s'aventure sur un terrain inconnu alors que ça fait des années qu'il est sur le même terrain, non? Non, j'allais y revenir dans la suite. Parce que Kagame a déjà entamé une guerre totale en RDC, avec le front principal, l'Est de la RDC. Ça, on l'a dit. Mais, entre-temps, il a mis en place des forces qui encerclent la RDC. Il a mis des forces au nord, en provenance du Soudan du Sud. Il a mis des forces en place au nord-ouest, en provenance de la République centrafrique. Vous savez, il y a quelques jours, on parlait des Rwandais qui s'étaient installés en face de Mbandaka. Ils ont nié ça, mais c'est une vérité. Il a acheté des terres au Congo-Brazzaville, des terres pour les motivations qui sont les mêmes que la terre qu'il a achetée à Kinshasa, en face, qu'on vient de déceler. Et une terre, ce sont toujours des terres stratégiques. Celle de Kinshasa, on en parle aujourd'hui. Oui, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Bon, il est au sud. L'Angola, il y a on parle toujours des mercenaires katangais. Enfin, c'est l'étiquette, mais ce sont des militaires qui sont toujours là et qui attendent en communication avec Katumbi qui est proche de Kagame, comme il en est de même pour l'autre là, Jean-Paul Bemba, DMLC, qui est proche de Museveni. Et puis au sud, il y a aussi au nord de Mozambique où il y a des forces. Ils disent que pour garder protéger les installations de Total, etc., mais aussi qui se préparent pour un éventuel renforcement des forces au Katanga. Et vous voyez, à l'ouest, bien entendu, à l'est, bien entendu, il y a le front est, il y a le Rwanda, c'est là où il y a l'effort principal. Kagame, quand il parlait depuis ces derniers temps, il était sûr qu'il a préparé des points d'appui en jargon militaire. Des points d'appui, ce sont des points qu'il est difficile de d'être dérogé. Il les a préparés tout autour de la RDC. Et quand il parle d'une façon dénigrante, c'est qu'il sait ça. Et maintenant, comme je l'avais dit, il ne sera pas capable de vaincre cette guerre qu'il a préparée. Pourquoi? Aujourd'hui, il s'affronte à la population qui est éveillée. Ce n'est pas comme en 96 ou 98 ou lors d'Ongundabatware. D'ailleurs, lors d'Ongundabatware aussi, il avait été vaincu. C'est que la population n'avait pas une certaine cohésion. Mais aujourd'hui, la population a été sensibilisée. Elle est là et dit voilà, même si les instances gouvernementales, étatiques plutôt, n'agissent pas correctement comme nous le voulons, non pas comme ils le veulent, mais comme ça doit être,
pour protéger la RDC, nous allons faire la résistance nous-mêmes. Et des résistants aujourd'hui commencent à se révéler. Bon, moi, je sais pourquoi je disais que ce que dit Kagame, en quelque sorte, il a une certaine peur, même s'il a tout préparé. Quand il dit... Oui, allez-y. Merci beaucoup. On reviendra vers vous, mon général. Oui, allez-y, Emmanuel. Oui, je voulais pas laisser mon général passer sans nous donner une idée sur le nombre, ce que Kagame a préparé comme nombre de tous ces gens qu'il peut placer sur la grande frontière, toutes les grandes frontières avec la République démocratique du Congo, parce que ceci se traduirait en beaucoup de milliers d'armées, je ne sais pas. Est-ce que vous aurez peut-être tactiquement ce que Kagame a fait pour penser à résoudre son problème en plaçant ses militaires autour du Congo? Comment est-ce qu'il peut y parvenir?